Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale. Ciao à tutti, salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nouvel épisode sur Spotify, sur YouTube en vidéo podcast et en podcast traditionnel sur les autres plateformes. C'est la rediffusion de notre live de ce jeudi 17 juillet, donc c'est un petit peu plus long. 3 chroniqueurs que vous retrouverez régulièrement tout au long de la saison 2025-2026, de la saison 5 de Canal Inter étaient avec moi, Elena, Julien et Alexis. C'est donc parti. Le programme du soir. Alors l'équipe, voilà, c'est pour se présenter. Vous avez aussi les arrobases pour suivre les diverses personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur X, Twitter. Et puis, donc, le programme Lookman, dont l'Inter a besoin, pour interrogation. On va en parler pour savoir si ça doit être la priorité ou pas. On va aussi parler de ce qui a filtré aujourd'hui par rapport à l'offre refusée et compagnie. On va aussi parler du milieu de terrain. Est-ce que Charles Fratesi, qui donc devrait rester, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour l'Inter? Léoni, est-ce que c'est maintenant ou jamais pour le jeune défenseur Giovanni Léoni de 18 ans? Et puis on fera un petit mot rapide sur San Siro, puisque ça bouge pas mal sur l'actualité au niveau du stade, entre construction, entre Euro 2032, entre justice, enfin il y a pas mal de choses à dire. Donc on en parlera. Lookman, donc, alors comment résumer ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc on a appris hier par le Corriere dello Sport et Ivan Tazzaroni, le directeur de la rédaction, donc que l'Inter était intéressé à Ademola Lookman, qui 40 millions d'euros étaient prêts. Et dès aujourd'hui, l'offre est partie. Donc, l'Inter a envoyé une offre a priori de prêt avec obligation d'achat de 40 millions d'euros. L'offre n'a pas plu à l'Atalanta, qui l'aurait donc refusé, demandant 50 millions d'euros. Mais si l'Inter a fait cette offre de 40 millions d'euros, c'est parce que l'agent du joueur leur a dit que Lookman avait un accord avec le président de l'Atalanta, Percassi, pour partir à ce prix-là, 40 millions d'euros. Sauf que du côté de l'Atalanta, on dit 40 millions d'euros pour l'étranger. Pour l'Italie, c'est 50. Donc, on en est là. L'Inter, de son côté, semble dire, nous, c'est 40, puisqu'il y a cet accord-là. Donc, on va voir désormais le comportement de l'agent du joueur lui-même, qui s'est entraîné normalement, bien sûr, aujourd'hui. On verra si ça va chauffer ou pas. Vous en souvenez peut-être, l'an dernier, en août, il y avait eu des rumeurs avec le PSG. Et Lookman avait raté quelques jours d'entraînement. Il s'était pas mal agacé. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu cette offre, ce pacte, on va dire, de le laisser partir pour 40 millions d'euros pour service rendu en quelque sorte, puisque depuis 3 ans, c'est vrai que Lookman a fait de très belles choses, notamment ce triplé en finale d'Europa League qui a marqué tout le monde. Alors, petit tour de table déjà, est-ce que vous pensez que Lookman va signer à l'Inter, et surtout, est-ce que pour vous, c'est ce dont, ce qui manque à l'Inter, c'est la priorité pour vous? Vas-y, Alexis. Est-ce qu'il va signer? Je pense que oui, parce que le fait que l'information soit sortie d'un coup hier donc par Zazzaroni, puis surtout que toutes les sources proches de l'Inter les reprises par la suite, c'est que ça vient vraiment du club, comme le fait que le club aujourd'hui a fait filtrer qu'il n'y aurait pas d'offre au-delà de 40 millions. D'ailleurs, pour l'instant, on parle plus d'une option d'achat automatique que d'un achat direct, si j'ose dire. Donc, je pense que ça va se faire. Ensuite, le blocage, sur ce que j'ai compris, en dehors des modalités de paiement de l'Inter, c'est le fait que l'Atalanta dit que la promesse qui a été faite à Lookman l'été dernier, c'était le fait qu'il le laisserait partir pour 40 millions pour l'étranger. Et que pour l'Italie, la somme est un peu plus élevée, d'où pourquoi il réclame 50 millions. Et enfin, pour conclure, je pense effectivement que c'est ce genre de coup dont a besoin l'Inter, puisque pour une équipe qui est en fin de cycle et qui en plus a eu une défaite traumatisante en finale de Ligue des Champions, euphémisme, et plus que Ligue des Champions d'ailleurs, il y a eu une fin de saison traumatisante, puisqu'il y a eu la perte du Scudetto, l'élimination contre le Milan en demi-finale de Coupe d'Italie, et évidemment cette finale complètement ratée contre Paris en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont besoin l'Inter a besoin d'un coup médiatique, d'abord pour redonner de l'enthousiasme aux tifosi, et puis par ricochet aussi à tout l'environnement du club, puisque on sait bien que quand on recrute un grand nom, en tout cas un nom qui emballe tout le monde, comme c'est le cas de Lookman, qui fait vraiment la différence pour le coup en Serie A, bah, ça offre un cercle vertueux et ça donne de l'enthousiasme à tout l'environnement du club. Et ça, je pense que c'est très important pour commencer une saison. Justement, Julien et Elena, avant de vous donner la parole, c'est peut-être ça le point. C'est bon, il y a le joueur. Alors, même si quand on prend un joueur de l'Atalanta, voilà,
on ne sait pas vraiment ce qu'on prend. C'est un peu la prochaine surprise parce qu'en dehors de l'écosystème Gasperini, d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'Atalanta sans Gasperini désormais, même si c'est un peu un fils de Gasperini, Juric, qui a pris la suite. Mais c'est vrai qu'on a vu encore Coupe Menders, par exemple, la Juve qui a payé, je crois, 50 millions d'euros plus bonus, qui s'est retrouvé avec un joueur complètement déconnecté. C'est incroyable, on a l'impression que c'était son frère qui jouait. Donc c'est vrai que Lookman, avant de signer à l'Atalanta, était un bon joueur, mais assez irrégulier, qui n'avait jamais fait, que ce soit au niveau des statistiques ou des contenus, ce qu'il a fait pendant 3 ans à l'Atalanta. Or, c'est un joueur qui va avoir 28 ans dans 2-3 mois, donc c'est pas un joueur qui arrive de 22 ans, donc ça peut inquiéter. Mais c'est vrai que ce que disait Alexis, c'est le côté surtout donner de l'enthousiasme. On a l'impression, parce que un joueur qui coûte 40-50 millions d'euros comme ça, un joueur frisson, ça n'arrive pas à l'Inter comme ça depuis... Peut-être le dernier, c'est Hakimi, le dernier transfert qui a créé un peu d'émotion comme cela. Mais depuis, parce que même les joueurs qui coûtent un peu cher, les Pavard, les Fratesi, ce pas des joueurs qui font rêver. Alors, amener ça dans une équipe qui effectivement est fatiguée, surtout dans tout un environnement, et on le voit sur les réseaux sociaux, avec dès qu'il y a eu la rumeur Lookman, c'est parti dans tous les sens. Et on le voit aujourd'hui que ça ralentit un peu. Déjà, il y a déjà un retour un peu de dépression collective, mais on a l'impression que c'est presque plus pour recréer une dynamique positive, que l'Inter a besoin de ce genre de joueurs encore plus que sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on le fait jouer à la place de qui ? Est-ce qu'on l'intègre directement dans le schéma ? Est-ce qu'il remplace Thuram ? Moi, je trouve déjà que notre 3-5-2 est quand même assez déséquilibré par moment quand on regarde la faiblesse de notre défense et des milieux de terrain quand ils décident de ne pas jouer. Donc, est-ce qu'on va jouer en 3-4-3 Enfin, tu vois, je m'interroge énormément si Thuram, il y avait des rumeurs comme quoi potentiellement il y avait des clubs sur lui qu'on pouvait potentiellement laisser partir. Mais voilà, est-ce qu'on le récupère pour jouer à la place de Thuram ? Thuram, il reste en remplaçant. C'est pas possible vu son statut à aujourd'hui. Donc, il faut un profil comme ça chez nous, clairement. Mais est-ce qu'il pourra... Enfin, comment le faire jouer, en fait ? C'est surtout ça ma grande interrogation. On va venir justement à ce point-là, mais Julien, juste pour terminer ce premier tour, toi déjà sur cette rumeur, qui est donc plus qu'une rumeur, puisqu'il y a effectivement une négociation qui s'est ouverte, puisqu'on en est au premier jour. L'Inter dit nous, on est bloqué à 40. C'est comment ça se passe ? Tu n'arrives pas avec une offre en disant on fait 40, mais bon, on est déjà prêt à faire 45. Enfin, tu dis nous, on fait 40 points. En face, ils vont te dire non. Après, tu vas faire plus 40, plus peut-être des bonus. Enfin, voilà, ça va parler. Mais... Ça permet un peu de tâter le terrain pour voir si le joueur est intéressé, si le club est vendeur, s'il y a moyen d'eux, etc. Et c'est, comme tu dis, c'est le début du mercato. Voilà, il peut toujours arriver le 31 août, hein, même si bon, c'est pas le souhait pour qu'il puisse s'intégrer dans l'équipe, faire la préparation, etc. Mais après, sur le positionnement sur le terrain, est-ce qu'on peut jouer en 3-4-3 s'il y a un match où il faut qu'on attaque à fond et que, quitte à moins défendre, etc., pourquoi pas ? Ou à la place d'un des deux attaquants, effectivement. Mais sur le profil, on a besoin d'un joueur frisson. Ça, je le dis depuis que Sanchez est parti. Hein, ça. C'est vrai que c'est l'époque Sanchez-Quadrado qui étaient les deux dribbleurs de l'équipe. C'est vrai que passer de Sanchez-Quadrado à Ademola Lookman, ça fait des émotions, hein, rien que d'en parler. Mais alors, Lookman, juste pour vous dire que donc il a encore 2 ans de contrat au niveau à l'Atalanta, il me semble. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sous le fameux decreto crescita. Puisque s'il n'est plus en vigueur, les sportifs et autres en Italie qui ont des contrats de travail avec ce décret croissance qui permet de diviser par 2 en fait la partie impôt, eh bien, même si tu prolonges ton contrat, si tu changes d'environnement de travail, mais restes en Italie, tu as toujours le droit d'avoir cette ristourne fiscale. Donc, ça veut dire que Lookman, a priori, viendrait pour 4 millions d'euros, parce qu'après, il y aurait déjà un accord, plus ou moins un contrat de 5 ans, 4 millions d'euros net, ça fait 5,5 brut, et non pas 7,5. Donc, c'est quand même important aussi par rapport à l'Inter, et pour expliquer que, d'un point de vue purement économique, l'opération est réalisable pour l'Inter d'engager Ademola Lookman aussi par rapport à un salaire qui est correct, on va dire, puisqu'il serait bien en dessous de joueurs comme Zielinski ou autres, par exemple, dans la hiérarchie du vestiaire. Alors, comment on joue ?
avec Lookman s'il vient, ou si un joueur de ce calibre vient? C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que vous y croyez donc à ce 3-4-2-1, Alexis, ou est-ce que tu imagines voir l'Inter avec Lautaro en pointe, Thuram et Lookman derrière, et puis deux milieux de terrain, Barella Çalhanoğlu ou Barella Susic? Alors, Pour toi, c'est fantasiste. Alors, pour te répondre et répondre à Elena, je pense qu'il y a tellement de matchs toutes les saisons avec ces calendriers qui sont complètement dantesques que je pense que tous les calculs qu'on est en train de faire actuellement, au bout de 5-6 matchs, comment dire, ce sera vite de l'histoire ancienne. Puisqu'en plus, il ne faut pas oublier que Lookman se fait avoir de ma part. Il va avoir la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier, Oui. en particulier. Donc oui, tout est possible. Le vrai sujet pour Kivu sera de trouver un équilibre. Et pour moi, le vrai défaut de l'Inter, d'ailleurs, sur la saison passée, plus que son attaque, et notamment Thuram qui a marqué que 2 buts en 2025, si je ne m'abuse, ça a été le fait qu'il y ait une grosse fébrilité défensive. Et en Italie, on peut mettre tous les... comment dirais-je, les configurations possibles. L'équipe qui gagne le Scudetto à la fin, c'est toujours celle qui est le plus solide. En revanche, Lookman, et c'est pour ça que pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée si jamais il vient. C'est un joueur qui fait la différence, comme il y en a très très peu qui font la différence en Italie. Et je veux juste ajouter une chose, et l'Inter et l'Atalanta font filtrer qu'ils n'ont pas envie que ça devienne un feuilleton. L'Atalanta, ils ont été un petit peu traumatisés entre guillemets la saison passée par le fait que Kopp-Mainer, ça avait duré jusqu'à la fin de l'été, ça leur avait un peu bloqué leur mercato. Et l'Inter a fait comprendre aussi qu'ils n'ont aucune envie que ça traîne des mois. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'ils disent qu'ils ne veulent pas aller au-delà de 40 millions, même si c'est probablement du bluff. Donc pour vous répondre, oui, effectivement, ils peuvent tous les 3 jouer ensemble, mais dans la pratique, entre les blessures, les suspensions, la fatigue, le calendrier qui, j'insiste, est dantesque, je doute qu'on les verra très souvent tous les 3 ensemble. C'est vrai, même s'il y a aussi Boni, il y a aussi Pio Esposito. On parle, je vous demanderai votre avis tout à l'heure lorsqu'on parle du métier, on parle de Fratesi dans les deux derrière l'attaquant. Vous savez ce que j'en pense, mais voilà. Donc c'est vrai que, en tout cas, un 3-4-2-1, a priori, qui vous y pense, est-ce que ce serait une alternative au 3-5-2 ou le schéma préférentiel? Ça va sûrement aussi dépendre, je pense, de Çalhanoğlu, parce que si quand Çalhanoğlu part, tu perds le regista. Tu ne vas pas forcément aller recruter dans les regista, donc tu pars sur un milieu à 2. S'il reste, c'est vrai que ça peut poser la question de comment tu organises tout cela. Vous, Elena, Julien, justement, c'est vrai que ce que disait Alexis est vrai. C'est vrai que voilà, avec le fait de tourner, avec des matchs tous les 3 jours, ce qui serait intéressant, c'est voir si Lookman peut aussi, par exemple, jouer dans une attaque à 2, par exemple, avec Lautaro, parce que c'est quand même un joueur qui aime bien dézoner, c'est un joueur qui aime bien aller un petit peu partout. Je regardais ça encore sitemap cet après-midi. C'est vrai que c'est un joueur qui aime vraiment le côté gauche, mais qui aime bien aller partout. Donc, ce sera tout un équilibre forcément à trouver pour l'intégrer. Parce que ce qu'a réussi Gasperini, c'est justement réussir à lui trouver vraiment une place où il était bien et où il a enfin pu éclore. La différence, c'est que s'il était arrivé avec Inzaghi encore toujours aux manettes, le mec, il arrive dans une équipe qui est déjà installée, on sait comment il joue, et après, l'entraîneur va se dire, je sais comment l'utiliser avec mon équipe, il va s'intégrer de telle façon à la place d'un tel, ou en alternance avec un tel, ou voilà. Mais là, on ne sait pas ce que Kivu veut faire, on ne sait pas dans quels joueurs vont performer sous lui, ou quels joueurs ne vont pas performer. Donc en fait, lui, il va arriver un peu dans l'inconnu, comme tous ses coéquipiers finalement. Donc à partir de là, ça va être à tout le monde de trouver la bonne configuration pour mettre en valeur chacun. Et après, ça sera au détriment de ceux qui auront été le moins performants. C'est vrai que les cartes sont rebattues. Parfois, on avait l'impression, Elena, que le 11 était indéboulonnable. Là, on se dit, alors on verra, parce que bon, les premiers signaux, on ne va pas tirer des enseignements de ce mondial des clubs, mais c'est vrai que le 11 était assez quand même malgré tout stable. Les Acerbi, Mkhitaryan, malgré tout, ont enchaîné la plupart des matchs. Malgré tout, Darmian a joué tous les matchs parce qu'il y a eu pas mal de blessures avec Pavard et Bissek qui n'étaient pas là. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il repartait un petit peu sur la même base. Mais c'est vrai que des joueurs, on parle de Fratesi, on parle d'autres joueurs qui pourraient avoir leur carte à jouer, ça peut être bien, et notamment pour les recrues aussi. Alors ça peut être bien comme pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de repères, mais ça peut aussi un petit peu tout redistribuer. Après, je ne sais pas, j'avoue que je ne suivais pas Parme l'année dernière, donc je ne sais pas comment Chivu il jouait avec son équipe. Donc est-ce qu'il est frileux à changer de système pour pouvoir intégrer des recrues
et changer complètement de configuration, ou est-ce qu'il va rester sur ce 3-5-2 qu'on se traîne depuis 6 ans, quoi. Donc, je sais pas. Je connais pas à part de chez vous. En fait, il avait commencé en 4-3-3 et puis ça va faire la transition pour le prochain sujet, parfait. Et puis, comme il a eu un peu de mal, d'ailleurs, il a changé à la mi-temps du match contre l'Inter, 2-0 pour l'Inter, même s'il y a eu des belles occasions pour part en première mi-temps, mais ils avaient quand même souffert. Et puis, il fait rentrer Léoni, il passe à 3 en défense, il passe en 3-5-2, parce qu'il avait 2 grands attaquants, il avait Boni et Pellegrino. Et là, ça a été beaucoup plus solide. Et donc, il enchaînait sur le 3-5-2 après, qui vous, notamment en Primavera à l'Inter, c'était 4-3-3. C'est son schéma de base. Et il aime avoir des ailiers qui créent justement, lui, les joueurs comme Lookman. C'est vrai qu'il aime ça. Donc, c'est pas étonnant qu'a priori, il est demandé d'avoir un joueur comme Lookman. Et que tous les noms qui sortent depuis les Nkunku et compagnie, depuis quelques jours, tournent un petit peu autour de ces profils-là, même si on n'ira pas jusqu'à Nico Gonzalez ce soir. On n'ira pas jusqu'à lui, parce qu'on ne va pas vous faire retomber en dépression. Mais Léoni... un autre Nico. On aurait pas faire un autre Nico. Paz. Ah oui, j'ai fait le deuil. Ça, tu vois, j'ai fait le deuil. Tu me dis passe, Lookman, Lautaro. Je prends 10 abonnements à 1 000 € pièce. Donc, Léoni, j'ai dit son nom, c'est l'autre objectif a priori. Et pour vous, est-ce que vaut mieux prendre, justement, on a un petit peu parlé du côté besoin aussi au niveau des émotions, de créer du rêve, mais l'Inter a plus besoin, comme le disait Alexis, parce que c'est au niveau de la défense que tu gagnes un championnat. Donc, est-ce qu'elle a plus besoin d'un défenseur? Est-ce que ce défenseur pour vous c'est Léoni? Ou est-ce que mettre 40 millions d'euros sur un défenseur de 18 ans qui aurait pu acheter 5 millions d'euros il y a un an, c'est n'importe quoi? Ou non, ou c'est quand même la priorité, ça doit être un Lookman, ou ça devrait être un milieu de terrain pour vous. L'Inter a besoin de quoi là tout de suite comme joueur, Alexis? L'enthousiasme. Et donc Lookman, en ce sens, ça serait une vraie valeur ajoutée, j'insiste là-dessus. Et après, il est évident qu'il faut se renforcer derrière, parce que la défense, elle est vieillissante. Et pour moi, c'était une des raisons pour laquelle l'Inter s'est écroulé en fin de saison. Que ce soit Léoni ou un autre, j'avoue que Léoni, je ne connais pas beaucoup. Il a que 6 mois de Serie A derrière lui. Il a 18 ans, si je ne m'abuse, donc il a 18 ans. Donc ça paraît quand même très tendre. Mais maintenant, voilà, c'est dans la logique du nouveau propriétaire et de ce qui se fait dans le football moderne. C'est aujourd'hui, on investit très vite sur des jeunes, et puis s'ils explosent, tant mieux. Et si on peut leur vendre le double dans 3 ou 4 ans, encore tant mieux. Donc, je ferai évidemment Lookman en priorité. Et ensuite, je me consacrerai à recruter en défense. Julien, est-ce que tu ferais le même ordre dans un ordre différent? Et est-ce que Léoni, pour toi, le profil est intéressant. Comme dit Alexis, le football moderne, il est différent par rapport à ce qu'on a toujours connu. C'est-à-dire que tu ne mets pas 40 millions sur un mec de 18 ans qui a fait une demi-saison. C'est pas concevable pour n'importe quel club, à part si tu es Manchester City ou un autre club méga riche comme ça. Mais à partir de là, tu prends un sacré risque, parce que si le mec il explose en plein vol, les 40 millions, tu es content de les avoir mis, mais comment tu vas faire pour t'en débarrasser du gars qui performe pas chez toi? Qu'est-ce qui va se passer? Et tu te dis, les 40 millions, on les avait, on aurait dû les mettre sur un défenseur confirmé. C'est vrai. Mais le truc, en fait, c'est que Léoni, tu payes clairement le potentiel, parce que c'est vrai qu'il a 12... Mais comme Boni. Boni, à la rigueur, il a quand même plus de matchs en pro, mais tu payes aussi le potentiel. Tu payes moins cher quand même, parce que c'est 25 Boni, même si c'est pas donné, 25 pour un attaquant. Mais Léoni, arriver jusqu'à 40 millions pour un gars qui a 13 matchs de Serie A, dont 10 titulaires, je crois, c'est très très cher. Et surtout, mais le truc, c'est qu'en fait, tu te dis, si je le prends pas, c'est un peu comme Bastoni il y a des années, en fait. Si je le prends pas maintenant, ça va être la Juve ou le Milan ou à l'étranger, et je le revois jamais. Donc, je surpaye en espérant effectivement qu'il arrive à performer. Tu n'as pas de certitude, tu prends des risques. Est-ce qu'on est en position et en état de prendre des risques actuellement? La question est là.
Déjà, Elena, le fait de se poser la question, c'est beau, non? Parce qu'après toutes ces Oui. années où justement on prenait aucun risque, moi je me souviens encore de Bremer où il fallait à tout prix vendre Skriniar avant. Et comme Skriniar, c'est parti un peu dans les trucs, finalement il prolonge pas. Bremer est parti à la Juve. Il y a eu plein de cas comme ça où l'Inter finalement était sur un joueur et n'avait pas la possibilité. Là, quand même, ce qui change, c'est a priori, Lookman, alors on verra la formule, peut-être prêt avec obligation d'achat, mais en tout cas pour des joueurs comme ça, l'Inter, de nouveau, est protagoniste et essaye d'aller au bout des coups sans même être obligé de vendre, d'aller chercher telle vente et compagnie. Rien que ça, déjà, c'est positif, ça fait du bien. Tu penses vraiment qu'on peut mettre 40 millions sur Lookman, enfin 50 millions, et 40 millions sur Léonie, sur un même mercato? Il faudra vendre, par contre, à un moment donné, il faudra quand même mais- sacrifier du Fratesi ou des joueurs comme ça. Mais si tu veux en Fratesi 30-35, vu l'amortissement qu'il a et que Léonie, par contre, aura un petit salaire, ça passe. Oui, Donc, ça passe, d'accord. mais je crois que chez vous, vous le gardez, vraiment. Alors après, j'en profite pour vous montrer la prochaine slide. Hop. Je vais vous enlever aussi ça. J'ai essayé d'imaginer ce que pourrait être l'Inter 2025-2026 en imaginant donc Léonie et Lookman signent avec un effectif avec les listes complètes, c'est-à-dire une liste de donc 25 joueurs qui ferait de 24 en Ligue des Champions. Donc il faudrait qu'un des joueurs, ce serait Darmian, j'imagine, dans ce cas-là, qui ne serait pas sur la liste pour la Ligue des Champions, voire Zaleski, mais j'imagine plus Darmian par rapport aux différentes combinaisons puisque c'est toujours le même cas, Bastoni en fait est considéré comme joueur formé au club en Italie, mais il est considéré comme formé seulement en Italie, non pas au club pour l'UEFA, puisqu'il a fait une saison de prêt à Parme, qui n'est pas dans le quota européen, mais qui est dans le quota, enfin bon, c'est les règles entre la Série et l'UEFA, c'est comme ça. Mais donc, ce qui fait que ce serait une liste de 24 en Ligue des Champions, en comptant Esposito dans la liste, ou sinon il fait partie des jeunes, il n'est même pas sur la liste, enfin bref. Donc 24, ceux-là, et donc 25 en Série avec Darmian. Ça veut dire aussi remercier Acerbi, parce que sinon tu as deux joueurs en dehors de la liste. C'est un petit peu ridicule à un moment donné d'empiler les joueurs et de ne pas leur faire jouer la Ligue des Champions. Mais de si toute façon, ça se termine comme ça, c'est bien, non? Ouais, c'est. Ça fait rêver, là, j'avoue. T'as vendu personne. Le truc, c'est que t'as vendu. J'ai quand même mis Fratesi parce que, comme on en a parlé, a priori, la Gazzetta, depuis un mois, fait une campagne en disant qu'il va à tout prix garder Fratesi, qui sera prolongé, alors que d'autres médias parlent de rumeurs de la Juve, du Napoli, de la Roma, donc on ne sait pas trop y croire. Et puis j'ai mis Fratesi à ce rôle-là, on en a parlé avant, et je ne sais pas trop où il jouerait en fait dans ce 3-4-2. Mais si on repasse en 3-5-2, bon, c'est peut-être un peu plus simple. Et puis Zaleski et Luis Enrique, selon moi, pourraient aussi être utilisés derrière l'attaquant. Pour moi, ils pourraient être bons aussi dans ce rôle-là, tous les deux. Mais bon, je les ai mis pour des histoires de doublons. Mais on partirait là-dedans. Mais la question, c'est aussi donc au milieu de terrain. Est-ce que pour vous, c'est. Parce que tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'on verra souvent le trio? Mais qu'on voit souvent le trio pas, mais si c'est Boni qui remplace Lookman, ou si c'est Fratesi, ou si c'est Zaleski, mais qu'on part sur ce schéma-là, pour vous, l'Inter peut être efficace avec un milieu comme cela à deux, qui peut être Barella Çalhanoğlu ou Barella Suzic. Personnellement, je pense que Suzic sera titulaire mi-septembre. Je pense qu'il devient titulaire de l'Inter. Mais bon, c'est un pari personnel. Moi, il y a deux choses qui me gênent. Vas-y. C'est Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Je pense qu'ils sont finis à l'Inter. Je dis pas qu'ils sont cramés, qu'ils sont perdus pour le foot, quoi que ce soit. Je dis juste que leur temps est révolu ici et que maintenant, il faut faire la place à d'autres personnes. Il y a besoin d'un renouvellement. Tu peux pas garder autant de titulaires de la saison dernière. Actuellement, c'est pas possible. Dans la tête, c'est pas possible. Il faut renouveler, comme je disais, au moins 40% de l'effectif. En termes de titulaires. Il faut qu'il y en ait qui partent. Tu peux pas continuer comme ça. Et il y a un profil qu'on n'a pas, qui pourrait servir dans certains matchs, c'est on n'a aucun milieu défensif, un vrai 6. Alex Stankovic, Il qui va partir à Bruges. Lui, c'est le vrai gars, par contre, physique devant la défense. Lui, c'est le vrai gars, voilà, qui met de l'impact, qui a une grosse frappe. Il est jeune. Et il va être vendu à Bruges parce qu'a priori, l'Inter croit modérément, voire peu, voire pas,
à lui, parce que si tu le vends 8 millions d'euros et que tu mets une option de rachat vers les 26-28 millions d'euros, ça veut dire que tu ne crois pas aux joueurs, parce que si tu fais 8-12, 8-14, tu ne fais pas 8-20, tu ne fais pas 3 fois le prix, quoi. Là, en fait, tu mets juste un filet en te disant si ça devient vraiment un phénomène en 2 ans, ils aimeraient le mettre sur 2 ans, hein, l'option de rachat, si vraiment voilà, ça devient le joueur incroyable, on peut le reprendre. On sauve un peu ce qu'on peut, mais concrètement, tu n'y crois pas. Bon, non, ils l'ont pas fait avec Fabian, je vois pas pourquoi. C'est vrai. Fabian qui, au final, aurait été vendu 4 millions d'euros, du coup. Parce que c'est vrai que c'est peu. Dans le transfert Arnautovic, je le rappelle à chaque fois, mais j'ai besoin d'évacuer ça. Je me dis, on a pris Arnautovic 10 millions d'euros et en plus, on a donné Fabian à 4. C'est le côté, la double peine. Mais, on est mauvais quand même. Bon, Giuliano, si tu nous écoutes. Toi, Alexis, cette équipe-là, tu penses que, parce que tu parles du côté défensif tout à l'heure, justement, le côté solidité. Bon, alors là, j'ai mis Léonie titulaire, ça peut être De Vrij, c'est pas forcément important en soi. Ça peut être aussi Acerbi qui reste, et enfin, bon, on verra. Mais est-ce que tu penses que partir avec, par exemple, ce milieu-là, Barella Çalhanoğlu ou Barella Susic, par exemple, pour toi, c'est suffisant, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions? En fait, tout dépend quand on veut jouer Kivu. Est-ce qu'il veut jouer dans le camp adverse? Est-ce qu'il veut jouer comme Conte en étant plutôt proche de sa surface euphémiste? Ça va être ça le vrai sujet. Ensuite, il faut être réaliste. L'Inter, ça fait 4 ans qu'ils font chaque été et chaque hiver d'ailleurs un mercato proche de 0. La saison passée, il y a eu 15 ou 20 millions qui ont été dépensés sur Martinez, si je ne m'abuse. Et pour le reste, il y a des recrues à 0, certes, avec des salaires onéreux dont l'Inter essaie de se débarrasser aujourd'hui. Je pense à Taremi ou Zielinski. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, entre ce que les tifosi rêvent et la réalité, déjà, c'était la Lookman par rapport à ce qui s'est passé depuis 4 ans. C'est quand même énorme pour l'Inter. On en est là, faut pas se mentir, parce qu'aujourd'hui, il y a un propriétaire qui a un fonds d'investissement qui n'a pas vocation à mettre le moindre euro et qui est hérité d'une situation financière du propriétaire précédent qui était catastrophique. Faut appeler un chat à chat. Donc à partir de là, si l'Inter a Lookman et arrive à recruter un défenseur prometteur comme Leoni, j'ai envie de te dire que le mercato il sera très réussi. Évidemment qu'il faudrait un milieu de terrain supplémentaire, qu'il faudrait un piston supplémentaire, qu'il faudrait un défenseur d'expérience supplémentaire, etc. Mais entre la réalité et ce qui est faisable, je suis déjà très surpris personnellement. Si l'Inter fait Lookman et Leoni sans grosse vente, j'avoue que je serais très 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 surpris. Moi, je pense par exemple que Thuram, je suis quasiment, enfin pas certain, mais je serais tout sauf surpris que d'ici le 31 août, ils partent. D'autant plus s'ils font Lookman, parce que Lookman plus Boni et me faire croire qu'ils vont pas vendre Thuram, j'avoue que je serais vraiment très surpris si tel n'était pas le cas, tu vois. Donc pareil en défense, s'ils font Leoni, je serais assez surpris qu'ils ne vendent pas Pavard ou Bissek. Plutôt Bissek, je pense que Pavard, 1 pour son salaire, 2 pour son âge, 3 pour ses blessures récurrentes, je pense que c'est beaucoup plus dur à vendre. Bissek, même si il nous a fait une main au premier match de la saison et une main à l'avant-dernier match de la saison, à chaque fois qui ont coûté cher et qu'il a fait des grosses erreurs par moment, il y a eu des grosses absences. Il a un potentiel. Le fameux, et en première ligue, ça s'appelait ça. Donc je pense qu'il serait plus facile à vendre. Mais, oui, mais regarde, je suis désolé de te couper, mais regarde les œuvres qu'il a. On parle de West Ham. On parle d'un joueur qui était quasiment titulaire d'un finaliste de Ligue des Champions. Il n'a rien de mieux que West Ham aujourd'hui, à ma connaissance. Peut-être qu'il y aura un pigeon à la Manchester United qui va faire une offre. Encore, j'y crois pas beaucoup. Peut-être Tottenham si un Romero part, mais ça paraît mal embarqué pour l'instant. Et les mains dont tu soulignes pour Bissek, le calcul il est assez simple. Ça a coûté 4 points minimum. Et je ne parle pas, par exemple, de son entrée à Bologne, où il rentre comme un touriste avec leur tournée exceptionnelle d'Orsolini, mais il loupe sa tête alors qu'il mesure presque 2 mètres. Bissek, c'est un danger public pour une équipe comme l'Inter, je suis désolé de le dire. Et il n'y a pas de mystère. Toute la terre entière sait que l'Inter a besoin de vendre. Et a priori, ça ne se bouscule pas pour un joueur comme Bissek, qui, contrairement à Pavard, est assez jeune, par exemple. C'est vrai. Donc, on verra pour la défense. Mais c'est vrai que s'il y a un joueur qui, en tout cas, est le plus facile à vendre. Alors, le plus facile, c'est sûrement Bastoni. Si demain, tu dis Bastoni t'en vend, je pense que tu as City et compagnie qui viennent frapper à la porte et qui
qui te couvre d'or, mais ce n'est pas l'objectif, fort heureusement. Peut-être dans un an, on n'espère pas, mais au milieu de terrain. Et alors, il y a deux choses. Ce message, pour rebondir au message de Marcus Broda-Solomon, on est un peu dur avec Akan, qui, bien qu'en légère perte de vitesse, en a encore sous le pied. C'est le genre de joueur dans l'absence pour rapidement se faire ressentir. Alors, pour moi, oui et non. Parce que c'est vrai que s'il revient apte physiquement, c'est vrai que c'est un joueur qui, même dans le milieu à deux, moi, je pense qu'il peut le faire. Parce que défensivement, il a un gros abattage, il a un gros volume de course quand il a 100% physiquement. Donc, je pense qu'il peut même gérer le milieu 2 avec un Barella ou un Suzic, je n'ai pas de problème. Le truc, c'est qu'est-ce que mentalement, il est physiquement et deux, mentalement, il est encore concerné parce que... Après l'histoire du vestiaire... C'est ça, on va pas revenir, on en a parlé dans l'épisode précédent, un petit peu en long, en large, en travers, mais lorsqu'un joueur comme cela, plus la façon de la répondre à Lautaro, tout ça, enfin, il y a beaucoup de nervosité, tous les bruits en Turquie et compagnie, on a quand même l'impression qu'il a fini son aventure et que lui, clairement, il est vraiment en fin de cycle. Et donc, le garder, alors que c'est le dernier été où tu peux espérer le vendre, ce serait sûrement un petit peu dommage par rapport à ça. Surtout si tu veux remodeler ton effectif. Il n'y aura pas de révolution, on a compris, mais si tu veux malgré tout faire des retouches et si tu veux aussi financer certaines arrivées. Ouais, surtout qu'il ne nous a rien coûté à l'arrivée, donc c'est que du bonus. Hein. Ouais. Puis bon, le départ d'Inzaghi, je pense que ça a quand même affecté Akan, donc de toute façon, ça sert à rien de garder un joueur contre son gré. Donc, c'est ça. Après, c'est sûr, faudrait que le problème, c'est que, encore une fois, tu l'as presque mis à la porte et Galatasaray, ils vont pas arriver en disant on va vous donner 35 millions d'euros. Oui. Forcément, ils vont profiter déjà de la situation. On sait, enfin, je vois pas l'intérêt qu'avait eu Marotta de le mettre sur la place publique comme ça en disant c'est lui qui est fautif et que Lautaro visait. Si tu veux le vendre, tu dis rien. Tu dis j'appuie les propos de mon joueur et on va régler ça entre nous, mais tu fais pas sortir de non. C'est une faute professionnelle d'avoir fait ça. Je pense qu'il l'a fait volontairement parce qu'il est tout ce fidio Marotta après 40 ans de carrière, où il a gagné partout d'ailleurs. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il savait pertinemment que Lautaro, en l'occurrence, visait plusieurs joueurs. Je pense Thuram en particulier qui a... T'as pas vu les matchs, mais les matchs que j'ai vus pendant cette fameuse Coupe du Monde des clubs, franchement, son match on peut le dire. Il a trottiné, enfin j'ai une condition physique qui est déplorable. Je suis pas sûr que j'aurais été pire que Thuram physiquement sur le match qu'il joue face au club brésilien, très honnêtement. Donc il visait plusieurs joueurs et notre Marotta, à partir de là, en sachant pertinemment qu'Akan il fait filtrer par son environnement, si j'ose dire, qui veut absolument aller à Galatasaray, du coup il a crucifié sur la place publique. Parce que je pense que le vrai sujet pour l'Inter avec Akan, si jamais ils acceptent de le vendre, c'est surtout par rapport à son salaire. Maintenant, moi, j'attire l'attention sur une chose, c'est qu'Akan, mine de rien, on peut le critiquer, il est irrégulier, tout ce que vous voulez, mais au niveau des stats, en particulier sur les coups de pied arrêtés, je pense au penalty, au corner, au coup franc, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de joueurs en Europe qui sont plus décisifs que lui à ce sujet. Donc à l'Inter, c'est toujours pareil. Je lis en l'occurrence souvent qu'il faut une révolution, dégager la moitié de l'équipe, ce que tu disais tout à l'heure, Julien. D'accord, mais moi je le dis, bon courage pour trouver des joueurs qui sont aussi bons, voire meilleurs, avec un budget, on le souligne depuis le début de l'émission, qui est quand même très 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 limité. Alors je suis d'accord avec vous, Akan, il est arrivé à la fin d'une aventure avec l'Inter, en plus du cas Inzaghi. Malgré tout, je ne sous-estimerai pas le fait que si jamais ils partent, que ce sera, à mon avis, un gros coup dur pour l'Inter. Et j'attends de voir Galatasaray qui pourra le financer, surtout s'ils arrivent enfin à faire Osimhen. C'est vrai que ça va beaucoup dépendre aussi, effectivement, tu as raison de le rappeler, d'Osimhen, parce que s'ils arrivent à conclure ce transfert avec le paiement un petit peu échelonné comme ils essaient de le faire, mais malgré tout sur un an et demi grand max, a priori, ça va leur prendre beaucoup d'argent, son salaire aussi, parce qu'Osimhen a un salaire à 2 chiffres net, donc par an, donc ça pèse beaucoup. C'est vrai que ça réduirait pour eux. Si jamais ça saute à un moment donné et qu'il finit en première ligue ou en Arabie Saoudite, Osimhen, peut-être que effectivement Galatasaray pourrait revenir avec du 25 millions d'euros et ça pourrait se conclure. Alors, il y avait par rapport à Aslani à Bergame, je pense qu'on ne va pas y croire, on ne va pas rêver à ce genre de facilité. En série, de toute façon, il faut rester en Italie, Aslani. Donc, ce sera Fiorentina, Bologne, on ne sait pas. C'est a priori 2 clubs qui sont intéressés à lui.
Mais ça part là-dessus. Mais de toute façon, c'est le milieu qui doit partir, puisque, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas de place sur les listes. Donc, à un moment donné, il va falloir libérer, comme Zielinski, avec son énorme salaire et ses 3 ans de contrat encore. Je ne vois pas un club, à part l'Arabie Saoudite, venir le chercher. Donc Asllani, au-delà de ce qu'on peut penser du joueur, de toute façon, c'est un peu le candidat naturel pour s'en aller. Et puis, c'est bien pour lui, non Elena, qu'est-ce que tu en penses? Après 3 ans un petit peu à stagner, même s'il n'a pas fait que des mauvaises choses, il ne faut pas non plus faut être peut-être un petit peu indulgent parce que c'est un jeune joueur et qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais clairement, il a stagné, il n'a pas répondu aux attentes. En tout cas, il n'a pas démontré qu'il pouvait devenir le regista titulaire de l'Inter. Oh, mais complètement. J'ai même pas en tête un match référence d'Asllani. Donc, pour moi, c'est clairement... oui, il était là. Il a fait le taf normal quand Hakan ne pouvait pas jouer. Mais franchement, j'ai pas... Il m'a pas marqué. C'est pas un joueur qui m'a vraiment marqué. Donc, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon, pour moi, ça changera rien. Donc, contre la Fiorentina, peut-être l'an dernier, il fait notamment le coup franc, le corner pour le but de Lautaro. Il fait plutôt un bon match de mémoire, mais ça se compte sur les doigts de main. En 3 ans. Obligé de revenir un an et demi, c'est ça. Donc, non. Torino aussi, sous le déluge. C'est pas mal. Mais tous les remplaçants avaient été bons ce jour-là, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. C'est vrai. Match référence de Zaleski, d'Asllani, même Zielinski n'a pas été mal lors de ce match, donc dans un milieu à 2 comme ça. Donc voilà. Et Logan nous dit contre Bologne, c'est vrai aussi. Contre Bologne, pas à San Siro, lors de la dernière saison, mais celui d'avant, oui, c'est vrai. Alors, Fratesi, un petit mot sur Fratesi aussi. Alexis, je sais que tu adores ce joueur, donc je te donne tout de suite la parole. Est-ce que pour toi, je te dis qu'à mon avis, on en a souvent parlé en privé, moi, Fratesi, s'il veut être titulaire, il faut qu'il parte tout de suite. Par contre, Fratesi, dans un groupe, moi, je le garde tous les jours parce que c'est un joueur différent. Donc, il t'offre vraiment, il a une palette différente. Par contre, s'il veut être titulaire, le garçon, je ne sais pas ce que veut en faire qui vous, mais moi, non. 3-5-2, 3-4-2-1, 3, non. Voilà. Sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais ce que je t'ai écrit en privé, des joueurs qui sont capables de marquer un but en quart de finale au Bayern et en demi-finale contre le Barça, encore plus à l'Inter, il n'y a pas des masses. Donc, c'est toujours pareil. Tu dégages Fratesi, mais c'est pour mettre qui à la place. Ensuite, si tu as besoin d'argent, je comprends tout à fait. J'ai l'impression que Kivu l'apprécie sur ce que les médias italiens font filtrer. Je pense qu'il va avoir son augmentation parce qu'il a marqué ses fameux buts face au Bayern et Barça et que le traitement d'Inzaghi à son égard, à mon avis, a été assez grotesque. Maintenant, je te rejoins sur le fait que souvent, quand il est titulaire, il est pas bon. Et souvent, quand il entre en jeu, notamment parce qu'il a physiquement, il est au-dessus du lot, effectivement, il fait la différence. Mais c'est ça qui va être intéressant, puisque tous les joueurs qui, entre guillemets, ne parvenaient pas à briller avec Inzaghi ou étaient réguliers, ça va être un petit peu le rôle de Kivu, à commencer par Fratesi s'il reste, justement de faire passer à ces fameux joueurs un palier en l'occurrence. C'est vrai que, comme nous dit la Bolita, on est là 0,32, c'est vrai que Asllani, par exemple, il joue, même lui le dit, je suis un régista et compagnie, mais par exemple, la sélection, il joue plutôt Mezzala, soit dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. A priori, le fait d'avoir un peu moins de tâches défensives, ça le soulage, parce que son problème, Asllani, je l'ai souvent vu depuis le stade, clairement, les couvertures défensives, ça ne va pas. D'ailleurs, Fratesi aussi, ils ont le même problème, tous les deux, quand ils jouent ensemble. D'ailleurs, je voulais faire marquer, j'arrêtais pas d'insister là-dessus, mais à un moment donné, Inzaghi, ils ne les mettaient plus ensemble, en fait. C'était l'un ou l'autre sur le terrain, il ne voulait plus les mettre ensemble, parce que sinon, ça faisait un énorme trou, et ça, à chaque fois, ça allait dans ces zones-là. Donc, il avait même arrêté le doublon. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui, sûrement, ont besoin de notre environnement, que ce soit peut-être ou par rapport à l'Inter, ou en tout cas, d'un point de vue tactique, c'est sûr que le 3-5-2 de Simone Inzaghi, pour eux, n'était pas bon. Pour Fratesi, c'est une certitude. Julien, toi, Fratesi, tu penses qu'il peut y avoir une utilité de le garder, de le prolonger, parce qu'on parle de le prolonger, ça peut permettre aussi d'abaisser l'amortissement. Donc, il pèserait moins au bilan si tu le prolonges. On en a déjà parlé, il me semble, mais j'ai rien contre le joueur, mais le problème, c'est ce que tu disais, titulaire, non. Et est-ce qu'il va se contenter de turnover ou de rentrer pendant certains matchs, c'est pas dit. Si c'est pour avoir un mec qui fait la gueule toute la saison parce qu'il n'est pas titulaire, quand il va rentrer, il sera pas bon. Donc on peut pas. Il faut clarifier la situation dès le départ en disant, écoute, dans le schéma que je propose, malheureusement, t'as pas ta place.
est-ce que tu acceptes de rester là malgré tout parce que tu te sens bien au club, etc., mais tu veux pouvoir rentrer et montrer ce que tu vaux comme ça, ou alors bye bye, quoi, c'est tout. Il trouvera meilleur confort ailleurs, meilleure valorisation ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, à l'Inter, il n'a pas sa place en titulaire indiscutable, c'est pas possible. Est-ce qu'on est pessimiste? Raphaël nous dit soyez pas pessimiste. Je me rends pas compte parce que on en a parlé au début avec tout ce qui s'est passé depuis fin mai, début juin, compagnie. Peut-être qu'on est pessimiste, je sais pas. Dans ce cas-là, je pense pas. On va essayer d'augmenter le taux de. On est circonspect, on va dire, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On n'a pas de certitude, en fait. C'est difficile de se projeter dans quelque chose quand tu n'as pas de choses qui t'emballent. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui nous emballe. Ah, si Lookman signe, là, on va être emballé. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire c'est bon, le titre, c'est pour nous cette année, blabla, tout ça. Mais on va dire on a des arguments. Oui, surtout avec un entraîneur qui est jeune comme cela, c'est encore plus compliqué de parler de titre alors que tu as des Conte, tu as des Allegri qui sont des spécialistes qui ont gagné 11 des. J'avais fait la stat, je crois que c'est 11 des 18 ou 19 derniers titres. Enfin, c'est un truc assez hallucinant. Donc c'est sûr que eux deux, ils ont quasiment autant de titres de Scudetti, en fait, Conte et Allegri que Kivu de matchs entraînés en Serie A. Donc c'est vrai que ça fait un peu. Ça fait un petit peu mal. Après, il faut bien renouveler. Hein. Les coachs, c'est toujours les mêmes qui tournent et tout. Donc, ok. Mais bon, le moment est-il le meilleur? On ne sait pas. On verra. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais je pense qu'on a plutôt fait le tour au niveau mercato de l'Inter. Dites-nous au niveau aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques supplémentaires, on rebondira. Mais je pense qu'on a fait le tour d'à peu près toutes les lignes. On n'a pas parlé d'un Brésilien latéral. Alors, il est latéral, il est ailier, il est piston. En plus, il a pris le numéro 11. En plus, il va prendre que le numéro Lookman. Vous avez remarqué on ne sait pas ce qu'il est. On parle plus du tout du jour au lendemain. Ça a complètement disparu, l'histoire de la clause de... Comment il s'appelle Dumfries. De Dumfries. À un moment, on s'en parlait tous les jours. Et du jour au lendemain, ça a complètement disparu. Et pour le coup, Dumfries, qui était très critiqué par le passé, 25 millions, alors je sais que c'est censé être payé d'un coup. Cash. Franchement, alors le Barça, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont des gros problèmes, ils ont un fair play financier sur le dos, etc. Mais j'avoue qu'un club anglais ne les mette pas d'office, je suis très, très, très surpris. Surtout que pour le coup, il a vraiment fait une grosse Ligue des Champions. Et je pense que Luis Enrique, je conclurai juste là-dessus, Luis Enrique, le fait que l'Inter ait déboursé 25 millions, ce qui a pour le coup surpris énormément de monde, je suis assez intimement convaincu que c'est dans l'optique de se dire qu'il y a des grandes chances que Dumfries se fasse payer sa clause. Il va falloir se mouiller la nuque pour passer de l'un à l'autre, moi je vous le dis. Je suis assez d'accord. De toute façon, je peux comprendre que tu étais de Marseille ou pas très loin. Sur ce que j'ai compris, la plupart des supporters de Marseille ont vers une bouteille de champagne quand ils ont vu le prix vendu. Donc, ça en dit beaucoup. Il y avait des rumeurs comme quoi c'est juste une histoire de renvoyer l'ascenseur pour tel agent ou tout ça. Mais bon, personne n'a compris. Dès que les ont vu l'offre, c'était... pourquoi qu'est-ce qui se passe Alors, je vais être très naïf. Moi, je pense que Osilio a eu l'idée de faire un Dumfries bis. Dumfries, qu'il a remplacé Hakimi à l'époque, je me rappelle, et pas qu'à l'époque d'ailleurs, il était hyper critiqué parce qu'il défendait pas très bien. Il faisait des contrôles américains. Enfin, là, l'année dernière, la saison passée, quand il s'est retrouvé capitaine, il faut se rendre compte à quel point Dumfries il revenait d'hyper loin. Et quand j'ai vu c'était tous les tifosi de l'Inter qui s'arrachaient les cheveux quand ils ont vu le prix de la clause, il y a 3 ans, allez, ils auraient été ravis de le vendre 25 millions. Donc je pense il y a 6 mois. Même il y a 6 mois d'ailleurs. Aurait été, tu vois, j'étais sympa. Même il y a 6 mois, ils auraient été ravis de le vendre 25 millions et aujourd'hui, tout le monde s'arrachait le cheveu. Donc, dans ma naïveté, j'ose imaginer que le calcul de Zilio, c'est de se dire, aujourd'hui, il vaut 25 millions, mais il ne vaut pas du tout. Et qu'on va en faire un Dumfries bis et qu'on vaudra le double parce qu'il est relativement jeune, même si 23 ans dans le foot d'aujourd'hui, c'est de plus en plus âgé, si j'ose dire.
et qu'on le revendra le double dans 2 ou 3 ans à un club anglais. Évidemment, j'y crois pas du tout, mais je pense que ça a été le calcul parce que même si c'est des agents, ou une agence en l'occurrence amie, j'imagine mal l'Inter par les temps qui courent claquer 25 millions comme ça. À mon avis, ils vont complètement se foirer sur Luis Enrique. On verra, mais c'est vrai que pour l'instant, il nous fait plus penser à Dalbert qu'à Maicon pour latéraux qui arrivent de Jonathan. Ligue 1. Donc, D'Albert, grande recrue de Sabatini à l'époque, si je ne m'abuse. c'est vrai. Ça, L'œil de c'est... Sphinx. Puis alors, il y a surtout qu'il y a un nom qui circule pour remplacer Dumfries, c'est Jackson Tchatchoua de l'Hellas Vérone. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, c'est vrai qu'on parle, on retombe, pardon Raphaël, on retombe dans le pessimisme. C'est vrai que là, on parlait de Lookman, et là, on imagine une saison avec Luis Enrique Tchatchoua à droite. Tu as envie d'avoir Darmian, en fait, titulaire. Mais en fait, c'est une technique parce que si tu annonces les noms des remplaçants qui sont catastrophiques, bah, du coup, tu fais comme une victoire si jamais les joueurs y restent. Et comme le budget est relativement limité, et en revanche, juste pour rebondir sur ce qu'on disait sur Lookman, là, si l'Inter fait pas Lookman, bah, tu te tires un contre ton camp, puisque tu as fait filtrer à tous les médias, tu avais fait une offre de 40 millions, là, tu es en train de faire filtrer à tous les médias que ton offre, tu vas pas l'augmenter, ce qui franchement n'a aucun sens, puisque en général, quand tu commences en offre, c'est forcément pour l'augmenter derrière. Surtout si l'Atalanta a fait filtrer partout qui voudront qu'à partir de 50 millions. Et si jamais derrière tu recrutes personne, bah, c'est complètement contre-productif. Clairement. Surtout comme campagne d'abonnement, enfin, c'est très tendu, la courbe non, enfin, on va pas ouvrir tous ces débats-là, mais plus autour du club, c'est assez pesant au niveau de l'ambiance, au-delà des résultats. Donc si en plus tu crées un espoir et que derrière tu te retrouves à... Je sais même pas qui tu pourrais prendre, mais enfin voilà, un joueur qui a fait beaucoup rêver. C'est même pas le même profil en plus. Non, Openda, pour le coup, tu restes en 3-5-2 et tu remplaces Thuram, pour moi. Oui, c'est pas le même profil. Et je suis pas vraiment suivi Openda à Leipzig, je me rappelle à Lens. Et... Au moins, Lookman, tu vois, il connaît la Serie A. Alors, je sais bien qu'il vient de l'Atalanta, mais un attaquant, c'est un petit peu différent. Donc, Lookman, j'ai pas trop de doute que ça va le faire à l'Inter. En tout cas, il a une vraie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se cache pas, en tout cas, balle au pied. Il a toujours pris ses responsabilités dans les matchs importants. Bon, il faut y rate, mais en tout cas, c'est le joueur qui aime la pression, qui l'affronte. Donc, c'est vrai ça fait partie des choses positives, parce que c'est la même chose. Côté 18 ans, parce que pour Léonie, c'est vrai que 18 ans, si tu arrives titulaire, jouer à San Siro, le maillot de l'Inter, moi, ça ne fait pas ça. Ranocchia, par exemple, qui est arrivé, c'était nouveau. C'était mieux que Bonucci chez les jeunes Ranocchia. On a vu les carrières. Ensuite, Ranocchia s'est complètement perdu, la pression, les blessures. Donc, c'est pas forcément facile. Donc, mais même à 27 ans. Il a avancé entre le pauvre. Avec Spalletti, il était pas mal. Et il rentre à la 85e comme ça pour mettre sa tête. Ouais, Luciano. Moi, je l'aimais bien, lui. Mais oui, au final. Tu vois, lui, le Scudetto qu'on a remporté avec Conte, tu vois, pour lui, c'était bien. Ouais. C'est partie des joueurs, c'était bien qu'il fasse partie de l'effectif avec toutes les galères qu'il avait vécues. Ah ouais, il s'est tapé la décennie maudite, lui, le pauvre. C'est ça. Ambrosio Andanovic aussi, c'était bien, n'est-ce pas? C'est vrai. Andanovic, je vous l'annonce. Entraîneur en novembre. C'est ça. C'est ça. Il entraîne les U17, vous allez voir alors peut-être pas en novembre, allez, en mars. Non, d'abord, il y aura Palombo. Ce sera le troisième entraîneur de la saison. Non, novembre, sûr. Comme Fonseca au Milan la saison passée. Non, mais il y aura Palombo en intérim avant. Non, mais c'est ça. Il y a un intérim, Vecchi ou Palombo en intérim, puis en mars, c'est le troisième entraîneur, tu vois. Ah oui, en troisième. Ah oui, ça paraît. Ramaccioni, le retour. Ouais. C'est ça. Bonne dose de pessimisme. On répond un peu à vos questions. Désolé d'être hors sujet, mais que pensez-vous de Buchanan? Il y aurait une infime chance que Kivu le voit à l'œuvre à l'entraînement. Alors, pour tout vous dire, il y a c'était il y a un mois à peu près, j'avais fait mon mercato idéal de l'Inter que je n'ai jamais publié. Mais lorsque je faisais les listes, je m'étais dit, Buchanan, en fait, limite, je le garderais, en fait. Il rentrait dans les trucs des 25, et je me dis, Buchanan, pourquoi pas. Il est dribbleur, il peut jouer des deux côtés, il peut jouer un peu plus haut. En fait, c'est comme Luis Enrique, en fait. C'est un peu la même chose. C'est ce que j'allais te dire. Tu le gardais lui, tu prends pas Luis Enrique, c'était bon. Hein. Oui, sûrement. Est-ce qu'on peut revendre Luis Enrique, peut-être? Je ne sais pas. À qui? Personne n'en veut. On a une plus-value, on le vend à 30 millions. À Botafogo. C'est ça. Mais Il en vient. Ben, justement. Mais Buchanan,
Alors, c'est compliqué parce que nous, de ce qu'on a vu, on n'a rien vu plus ou moins parce qu'on a vu des bouts de match, il s'est blessé. Ensuite, il est parti en prêt. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est un joueur, j'ai l'impression que c'était plus au niveau de l'intégration qu'il a eu du mal. Il est très timide. Et ça se voyait lorsqu'il rentrait sur le terrain, il avait un petit peu peur. Et donc, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à avoir un avis définitif sur Buchanan en disant c'est une chèvre ou ce sera un regret. Je ne sais pas. Et si jamais on parle de Sassuolo pour lui, mais a priori, il a plutôt envie de rester à Villarreal afin d'y retourner. Villarreal est revenu dessus aussi, j'ai vu. Mais évidemment, il faut pas une offre concrète. Ouais. Donc, à voir. Mais s'il devait aller à Sassuolo, moi, j'aimerais bien pour pouvoir le suivre et voir justement ce que ça peut donner. Même si on parle de obligation d'achat, truc de rachat et compagnie peut-être, mais voilà. Vous, Buchanan à Lazaro à l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Lazaro, c'est pas mauvais au final. Hein. Bon, c'est pas niveau Inter, mais bon, au Torino, il est pas mal. Et je pense que Buchanan a un meilleur potentiel, ce qui m'a l'air un peu plus rapide. Et sur ce que j'ai vu à Villarreal, c'est pas un mauvais joueur, hein, très sincèrement. Mais le gap Inter était trop élevé, ou il allait trop jeune. Et la Serie A, c'est très, très, très particulier. Hein. C'est très spécial quand tu joues contre les Lecce, Torino, etc. C'est particulier. Hein. Bon, c'est pareil en Espagne contre la Laves, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Italie, les erreurs, ça se voit peut-être encore plus que dans les autres championnats, en fait. C'est pas comme si sur les 10 dernières années, on avait galéré à trouver un latéral droit. Hein. Bah, tu as un directeur sportif qui est spécialiste en latéral droit. Enfin, en latéral tout court, d'ailleurs. Ah, Pierrot. Pourtant, il y a quand même eu Cancelo et Hakimi. Hein. Oui, c'est vrai. 6 mois et 1 an, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Cancelo, ça fait mal à l'époque quand même, le fait de ne pas réussir à l'acheter à Valence. Bah, surtout qu'il est parti à la Juve après, donc ça fait encore plus. Oui. Pour Sommer, vous croyez en un départ et c'est oui, comment gérer son départ? Alors, bonne question de Crimo. C'est vrai que Sommer, il lui reste 1 an de contrat. L'idée de l'Inter, c'est de ne pas le prolonger, bien sûr. Et donc, aller au terme de son contrat et d'avoir le remplaçant a priori à la maison, Josep Martinez, d'ici 1 an. Donc, de préparer encore plus Martinez cette saison pour en faire devenir le titulaire. Et puis, si jamais sur le mercato, par exemple, du côté de Paris, un gardien n'est pas prolongé, on ne sait jamais. Oh. Même ça va être compliqué, je pense, vu la saison qu'il a fait. Mais je pense que c'est typiquement un coup à la Morata. Mais après, je pense qu'il va avoir un problème de salaire parce que Donnarumma il gagne entre 9 et 10 millions net d'impôts au PSG. Et je pense pas qu'avec les nouvelles politiques doctrines, l'Inter lui fera ce style de salaire. Donc quand je lis les rumeurs que Donnarumma, si jamais il quitte Paris, sera pour la Première Ligue, un des clubs de Manchester en particulier, ça me paraît beaucoup plus plausible. Mais ça, c'est un coup que Morata aurait fait il y a 4-5 ans, ça me paraît évident. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, étant donné son passé milaniste, moi je suis pas pour. Tu vois, pas parce que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit, mais le gars était capitaine du Milan et tout. J'ai pas envie de recruter le capitaine du Milan en fait. Donc tu prends pas Calabria, parce qu'il est libre Calabria pour remplacer Dumfries. Non. Je peux te dire que tu as Milan-Paris il y a 2 ans, l'année dernière d'ailleurs, avec Pioli, Milan gagne 2-1. Exceptionnel l'accueil réalisé par les tifosi du Milan pour Donnarumma, vraiment. Avec les billets d'entrée, c'était les billets en dollars de la tête de Donnarumma. 5 €. Donnarumma, on l'appelait avant. Donnarumma, absolument. Exceptionnel. Un très grand moment. C'est vrai. Donc sur Sommer, donc a priori, juste pour résumer la situation, donc l'Inter pourrait accepter de le libérer si jamais il vient en disant moi j'ai une proposition de contrat de 3 ans par exemple de Galatasaray, parce que Galatasaray est aussi sur lui. Ils ne veulent pas payer. C'est un peu le résumé de l'été de Galatasaray avec l'Inter. Ils veulent bien des joueurs de l'Inter mais ils ne veulent pas les payer. Donc mais l'Inter c'est pas fort. Voilà, pour service rendu, parce que eux, ils peuvent rien lui proposer de plus. Et si pour un gardien de son âge, il a un contrat de 3 ans ailleurs, il dirait bon ben ok, ou peut-être pour une somme symbolique, genre 1 million d'euros, mais tu n'as pas l'argent en tout cas pour recruter un autre gardien. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, tu pars seulement avec Josep Martinez titulaire et puis tu vas voir si tu peux aller chercher un gardien en prêt. Sûrement, je sais qu'il y a la rumeur Ter Stegen qui circule, mais je rejoins les paroles d'Alexis par rapport à Donnarumma. Je pense que le salaire de Ter Stegen, compliqué. Donc, même si le Barça pourrait le libérer parce qu'ils l'ont mis en 3e gardien,
mais ça a l'air très compliqué. Et si tu veux lancer Josep Martinez, si tu l'as acheté une certaine somme tout de même, pour le mettre titulaire, c'est pas pour lui mettre des gardiens de ce calibre entre les pattes. Donc, après, tu as l'option Philippe Stankovic que tu peux ramener de Venezia, puisque tu as 50% de la revente. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu t'achètes la moitié du prix. S'il vaut 10 millions d'euros, tu l'achètes à 5. Donc, c'est un joueur formé au club, ça peut être une solution. Mais voilà. Mais c'est vrai que Sommer, ça peut compter, parce que mine de rien, moi, il me tranquillise comme gardien, même s'il n'est pas irréprochable et qu'il a fait un mondial des clubs à peu près comme tout le monde dégueulasse. Moi, il me balle au pied dans la relance et compagnie, dans le charisme, il me rassure. Et puis même sur sa ligne, hein. Il est quand même... non. Je pense je pense pas qu'on va passer une saison aux anges, donc avoir un dernier rempart comme ça derrière, ça pourrait nous rassurer quand même pas mal. Et puis on parle de révolution qui n'aura pas lieu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres chantiers sur lesquels tu peux intervenir. Le gardien, tu peux éviter ça, Et même cette saison, justement, il fait l'année de trop, comme pense que ce sera le cas, comme nous dit Angelo en commentaire, tu as Martinez qui est derrière et qui peut peut-être prendre la place. Martinez, pour le peu qu'on a vu, c'était pas si mal que ça. Hein. Non, rien à lui reprocher. Ouais, franchement, à voir sur des matchs plus importants, plus à enjeu pour voir ce qu'il vaut. Ouais. C'est vrai. Franco Baresi plutôt qu'Alabrija. Je crois pas qu'il serait d'accord, lui. Ça serait compliqué. Non, mais voilà, même Baresi, tu vois, c'est une icône du Milan. J'aimerais pas, ou Maldini, j'aimerais pas qu'ils viennent chez nous en dirigeant ou en ce que tu veux, tu vois. C'est pas bien, je trouve. Oui. Non, mais je suis d'accord. Après, bon, vu le président qu'a l'Inter actuellement, bon. Oui, mais ça veut pas dire que je trouve que c'est bien. Oui. Non, mais c'est vrai que après, bon, Marotta est pas, lui, comment dire. Il n'a pas passé sa carrière entière dans un club à la Juve, parce qu'on parle de ça. Il a gagné à la Juve, donc forcément, il est catalogué, mais il a gagné à la Samp, il a eu un long parcours de dirigeant avant, et donc maintenant aussi après la Juve, même si forcément, tous les scudetti qu'il a enchaînés là-bas feront qu'il est catalogué. Oui, et qu'avant qu'il arrive à l'Inter était un petit peu au fond du seau et du trou, en l'occurrence, entre nous. Et fêtait une quatrième place avec Xang qui pleurait lors de la qualification, lors du retour en Ligue des Champions, en l'occurrence, à Rome contre la Lazio, juste pour resituer les choses dans leur contexte. Merci Cairo d'avoir conseillé à Zhang Marotta. Et bonjour au chat d'Elena. Bonsoir plutôt. C'est vrai. Comment il s'appelle, Elena? Ah non, c'est un chat ou chien? Non, c'est un chien. Oui, c'est un chien. Il s'appelle Sévrus. Oh. On a un téléspectateur de plus. Teddy qui nous fait sa propagande. Enciso, si Lookman ne vient pas. Ah oui. Je pense que si Enciso signe, donc joueur de Brighton, paraguayen, jeune trequartista, milieu offensif, s'il vient, clairement, on pourra dire que Teddy nous l'aura amené, clairement, parce que c'est lui qui a lancé la propagande, il y va, et on est avec toi. Pourquoi pas les deux, Lookman et Enciso, on va en frataisie, et puis voilà, comme ça on a deux joueurs techniques. Et il y avait un truc avec un nom d'un défenseur belge aussi, Winter. Attends, comment il s'appelle? De Winter, si on n'y vient pas. De Winter. De Winter. Et ça pourrait être plus facile que Léoni aussi, parce qu'il y a de bons rapports entre l'Inter et le Genoa, que Carboni vient de partir en prêt payant, mais pas payant par le Genoa, payant par l'Inter. Pour Valentin Carboni, puisque plus il jouera, plus le Genoa gagnera de l'argent. Il rachète 1 million d'euros. Il y aura des primes des quotas de match, en fait. Il y aura des paliers. À chaque fois qu'un palier sera atteint, le Genoa récupérera de l'argent de la part de l'Inter pour les motiver à faire jouer Valentin Carboni. On peut saluer à ce propos l'explication de Logan sur Twitter qui avait expliqué à quelqu'un comment marchait ce prêt payant en faisant une analogie sur les enfants qui ne voulaient pas manger leur dessert. D'accord. Je devrais aller plus souvent sur Twitter. Je rate des choses parfois. Je demanderai à Logan en privé de me refaire le replay de cette histoire. Oui, donc de Winter, effectivement, possibilité si Léoni ne se fait pas. Ça parle aussi de Anko. Anko, j'ai l'impression qu'en fait, la Gazzetta, c'est dès qu'il y a besoin d'un défenseur dans un club, c'était un peu comme Chaloba à une époque.
Chalobah, Inter, Juve et Milan, tous les 6 mois, quelqu'un était sur lui. Anco, c'est un peu la même chose. Les 3 clubs, là, c'est pareil. Quand il y a besoin d'un défenseur, Anco. Et voilà, la rumeur. Et Chalobah qui a fini titulaire à Chelsea cette saison, après avoir été envoyé tous les 3 jours dans un club italien depuis des années. Et il a gagné le mondial des clubs, c'est vrai. C'est fou quand on y pense. La dernière info, elle est de ce soir, puisque, donc, je vous le traduis, il y a donc eu une réunion au niveau de la mairie de Milan, et San Siro, aujourd'hui, n'est pas apte pour accueillir l'Euro 2032. Il n'est même pas aux normes. Donc, San Siro, qui déjà s'était vu attribuer la finale de la Ligue des Champions 2027, et puis l'UEFA l'a retiré finalement à San Siro, puisque le stade 1 n'est pas complètement aux normes, et 2, avec cette histoire de nouveau stade et compagnie, du coup l'UEFA a dit comme on ne sait pas ce que vous faites, on vous retire la finale. Donc voilà, et là, en fait, l'Italie va devoir, vous savez, il y a une co-organisation de l'Euro 2032 Turquie-Italie, donc l'Italie devra, de mémoire, je crois que c'est 5 stades, devra annoncer 5 stades en octobre, et pour les nouveaux stades, il faudra que les chantiers soient lancés à l'automne prochain, l'automne 2027, au plus tard. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as 2 ans, en gros, pour mettre la première pierre du nouveau stade. Alors que je vous fais un résumé rapide de la situation, des dernières heures, des derniers jours. Donc, le comité Si Meazza, oui Meazza, traduction facile, donc, qui est un comité qui, depuis des années, j'ai même fait des réunions, parfois c'était très sympa, donc milite pour que le stade San Siro, Giuseppe Meazza, ne soit pas détruit, mais qu'il soit seulement restructuré. Donc, par tous les moyens, que ce soit par référendum, par des dossiers devant les tribunaux et compagnie, et c'est donc d'empêcher que San Siro soit détruit. Puisque San Siro peut être détruit, oui, mais seulement si San Siro est vendu avant ce mois de novembre, le 10 novembre, puisqu'il y aura une protection qui va arriver le 10 novembre, puisque une partie du deuxième anneau de San Siro, qui est protégé d'un point de vue de l'architecture, en fait, deviendra complètement protégé pour les 70 ans de la construction de cette partie deuxième anneau. Une partie de la tribune orange, une partie de la tribune bleue du deuxième anneau. Et donc, si le 10 novembre, le stade n'est pas vendu, qui reste public, en fait, c'est impossible de le toucher. En revanche, si le stade est vendu avant, tu ne peux pas classer un monument qui est privé. Donc, ensuite, l'Inter et l'AC Milan ont tout le temps. Ils peuvent, ils n'ont plus de pression par rapport à ça. Donc, une nouvelle fois, cette association a perdu devant les tribunaux, a annoncé qu'il y aurait encore 3 ou 4 cours. Enfin bon, ça va pas se terminer, mais ils continuent à insister. Mais donc voilà, c'est une victoire importante. Les clubs sont d'accord avec la mairie pour le prix qui était fixé par le fisc italien. C'est pas comme c'est un public, donc c'est 197 millions d'euros hors taxe. La mairie de Milan pourrait prendre en charge quelques petits frais faibles, mais quelques petits frais, une partie de la démolition à voir. Donc voilà. Et donc là, ils essaient de signer avant fin juillet, sauf que je rajoute une pièce dans les problèmes. C'est qu'actuellement, à Milan, il y a un gros scandale immobilier, en fait. L'un des plus grands promoteurs privés immobiliers qui a construit plein de choses, qui a fait partie, qui était l'une des figures les plus importantes de la révolution de la ville de Milan sur les 10 dernières années, se retrouve dans un scandale. Et la mairie et l'assesseur à l'urbanisme a même proposé sa démission aujourd'hui au maire de Milan, puisqu'il se retrouve donc dans cette affaire-là, puisqu'a priori tous les marchés publics n'ont pas été... En tout cas, il y a des doutes, on va dire. On va rester sur cette ligne-là, sur le conditionnel. Mais donc, il y a aussi cette pression-là. L'opposition a demandé la démission de Beppe Sala, le maire de Milan. Et forcément, a priori, il ne veut pas démissionner, mais si Sala démissionne, il n'y a plus de maire, et là, tu ne peux pas vendre le stade. Après, il y aura une période de transition. Donc, il y a beaucoup de petits cailloux dans la chaussure pour un dossier qui, depuis 6 ans, est déjà compliqué. Et là, on voit que le temps devient très, très serré. Et puis, il y a cette histoire de l'Euro 2032 et la ville de Milan qui a besoin d'un stade, parce que la ville de Milan ne peut pas se permettre de ne pas être sur la carte d'un Euro qui sera à moitié organisé en Italie, alors que Milan se définit et la capitale économique de l'Italie. Et la ville, avec Rome en tout cas la plus importante, et donc doit être sur la carte. Et ça ferait tâche d'avoir Turin, d'avoir Rome, d'avoir peut-être Naples, et puis de ne pas avoir Milan.
Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est assez compliqué, qu'il y a beaucoup de pression. Et donc, là, ça va se décider dans les prochains jours, très clairement, là, dans les 2 semaines. Mais il y a aussi ces problèmes liés à la politique et à tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. C'est très clair. Juste un truc, c'est que tu dis que c'était prévu à la base pour la finale 2027. C'est dommage, parce qu'en général, on fait une finale tous les 2 ans, donc ça aurait été pour nous. Là, tu vois. T'imagines un peu. Qui remporte la Ligue des Champions à San Siro? Ah ouais, toi tu vois loin. Je sais pas si ça non, aurait été Mourinho, il pour veut pas. Alors, juste la Ligue des Champions, mais pas de triplé. Handanovic, entraîneur qui remporte la Ligue des Champions à San Siro. Ouais. Oh là là là. Ah, j'ai des frissons là. Il serait capable de la laisser tomber comme il faisait avec le ballon des fois. C'est ça. Alors, le vincolo, en fait, c'est une protection de l'architecture, en fait. Voilà. J'ai jamais trouvé la traduction exacte du mot vincolo. C'est partie de ces mots qui, pour moi, sont tellement italiens que j'ai jamais réussi à les traduire. Mais c'est une protection, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un vincolo, c'est bloqué. Vincolo pourrait dire que c'est quelque chose de bloqué. Et donc, lorsqu'il y a un vincolo sur un bâtiment, c'est-à-dire que tu ne peux plus le toucher. Donc voilà. Et donc San Siro, 70 ans d'une partie du deuxième anneau, qui a une valeur architecturale dans le patrimoine de la ville de Milan. C'était décidé comme ça. Et donc voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas notre stade avec le bilan? Le bilan ou le Milan? Le bilan. Ah non, c'est notre propre stade, c'est vrai. Là-dessus, Alexis, je pense qu'on est d'accord. Je pense que tous les deux, on ne voit pas Octree mettre 1 milliard d'euros sur un stade, surtout à Rozzano. Non, mais ensuite, c'est ce que souvent on a discuté en privé. Si Octree a justement accepté de reprendre l'Inter, entre guillemets, c'est dans l'hypothèse d'avoir la fameuse construction de ce stade. Puisque ce que je te disais, pour moi, là, c'était le meilleur moment, même la saison passée, d'ailleurs, de vendre l'Inter, puisque sportivement, ça allait très bien. Et en plus, tu mets 0 € sur le mercato ou pas loin. Alors, évidemment, il ne faut pas aller les dépenses communes, etc. Et c'est là où tu m'as dit, bah oui, il ne faut pas oublier que l'Inter a une grosse dette, un déficit qui est ce qu'il est, et qu'effectivement, il n'y a personne qui va vouloir reprendre un club où une ardoise de 500 ou 600 millions, je ne sais plus combien exactement, à pallier. Et on se doute que Octree, comme Milan avec Elliott et Cardinal en l'occurrence, ce qui vise derrière, c'est évidemment l'immobilier. Est-ce que c'est ça qui donne de la valeur du patrimoine à ton club, comme pour un particulier normal d'ailleurs? Si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu arrives à acheter ton appartement, bah, ça te donne du capital et ça te donne de la valeur, entre guillemets. Hein. Parce que là, sur les dernières estimations, l'Inter vaudrait 1,5 milliard, auquel, bien sûr, tu dois enlever les dettes. Si tu vends le club, c'est 1,5 milliard moins. Tu as raison, maintenant, on est à peu près à 600 millions, puisque petit à petit, les dettes diminuent. Entre les dettes, il y a le fameux bond, les obligations qui ont été refinancées, une baisse des taux d'intérêt, toutes ces choses-là. On en a parlé régulièrement. Il y a aussi après des dettes passées qui sont en train d'être épurées. Donc, on est à peu près sur du 600 millions. On était sur du 850-900 millions d'euros en 2021. Donc, ça, petit à petit, ça diminue. Mais effectivement, alors, si tu reprends le club, tu reprends avec ça. Donc, si tu as un stade au moins, ou en tout cas un stade qui est lancé dans la construction, tu sais que tu as une valeur, tu as de la pierre, tu as quelque chose. Alors que là, l'Inter n'a rien, concrètement. La seule valeur, c'est les joueurs. Donc, mais n'a pas de foncier. Donc voilà, c'est important. Même le siège du club, ils sont locataires. Via la Liberazione, à Milan, ils sont locataires d'un étage entier, mais voilà. On a fait le tour, je pense, de toutes les questions. On a dépassé l'heure, donc je vais vous libérer, puisqu'il est 23h. C'était sympa, ce petit moment de mi-juillet ensemble. J'espère que vous avez pris du plaisir, vous aussi. Beaucoup. En plus, vous reviendrez, parce que vous avez signé donc, un contrat. D'ailleurs, mon agent va te contacter, parce que la clause de libération n'est pas... Oui, je sais que Beppe Rizzo m'a appelé, donc je le rappelle. Non, c'était Pastorello.
Oui, Rizzo, c'est Elena, pardon. Nous aussi, on tourne avec. Voilà. Et Alexis, c'est Rock Nation. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu peux confirmer que l'offre est à peu près équivalent au budget de l'Inter, c'est-à-dire de 0 €? C'est ça. Par contre, il y a une option d'achat, Ouais. mais on pourrait faire un paiement sur 25 ans à partir de 2053. Mais est-ce que l'option d'achat est automatique? C'est ça la vraie question. Parce que c'est Elle est En cas de relégation. Elle est automatique à la 82e apparition en live. Waouh. Oula. Bah, C'est je- précis. Écoute, avec la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions, machin, c'est jouable, c'est bon. C'est Faut aller jouable dans au final. Fais gaffe que l'Inter a joué 65 matchs, 70 matchs cette année à peu près. 63. 63. Hmm. Ah, tu vois, ça fait une C'est saison et jouable. demie à peu près. Donc c'est jouable. Hein. Ouais, c'est jouable. Si tu rajoutes les matchs amicaux en plus, fais gaffe. Voilà. On s'est rapproché. D'ailleurs, Ah, c'est là. quoi le programme? On joue contre qui? Pardon? On joue contre qui en match amical pré-saison? Alors, il y aura 4 matchs amicaux. Ils ne sont pas encore annoncés. Écoutez, on va finir par ça. C'est très bien, Julien. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Inter? Reprise de l'entraînement le 26 juillet. Les joueurs qui sont partis, qui ont fui les États-Unis pour aller en vacances un peu plus tôt, pour aller à la plage en Turquie, pour aller jouer au paddle en Sardaigne et tout ça. Vous savez, ces joueurs-là. Eux, ils vont revenir le 23-24 pour faire des tests médicaux et savoir où ils en sont et s'ils sont aptes à reprendre l'entraînement le 26 ou si on les renvoie encore un peu en vacances. Donc voilà. 26 reprises d'entraînement pour tout le monde. Il y aura normalement 4 matchs amicaux, 3 sur 4 peut-être. Le dernier Monza à une semaine de la première journée. Alors pas une semaine pile parce que Monza aura la Coupe d'Italie à jouer, comme Milan et d'autres clubs, les tours préliminaires. Donc, ce sera sûrement genre peut-être le mardi, parce que l'Inter jouera le lundi 25 août, puisqu'il y aura 2 matchs à San Siro de la première journée, puisque San Siro n'est pas apte, n'est pas aux normes pour accueillir l'Euro 2032, mais San Siro accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2026, Jeux Olympiques d'hiver, qui seront à Milan et à Cortina. Et donc, le stade, du coup, sera mobilisé pendant 2-3 semaines entre la préparation et la cérémonie. Et donc, il y aura une journée de Serie A où les 2 équipes joueront à l'extérieur. Et donc, pour la rattraper à l'avance, la première journée de championnat joue à domicile. Le Milan le samedi pour sa première journée. Et l'Inter, donc, commencera la saison le lundi soir, le 25 août. Voilà. Donc, 4 matchs amicaux normalement. Pas de tournée. Encore heureux. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Et la Supercopa sera encore en Arabie Saoudite cette année? Oh, En décembre, juste avant Noël. joyeux Noël. C'est ça. Et oui, alors il y a de nouveaux sponsors. A priori, il y a une bière, mais j'ai oublié le nom de la bière parce que j'en bois pas. Je m'excuse auprès de notre Nerazzurro 32, mais moi la bière, vraiment, j'ai oublié le nom. A priori, de ce qu'on m'a dit, elle est pas bonne. Mais j'ai demandé à un pote qui en boit, il m'a fait ah non, c'est pas. Quelle nationalité, tu sais pas? Je sais plus, je devrais le rechercher. Il me semble que ça commence par un BB. C'est un nom compliqué, ça doit être belge. Buckley. Si vous l'avez vu passer, mais il y a aussi Red Bull effectivement, qui pourrait venir comme sponsor, sachant que l'Inter, c'est une info de Pasquale Nguaro, va changer la politique de sponsoring. Ils vont arrêter les petits sponsoring à 100 000 €, 200 000 €, ça va être 500 000 minimum. Ok. Donc, ça veut dire que Red Bull et je ne sais quelle bière, voilà, je le méritais. Cédric out, je le méritais. Je l'ai évité jusque-là. Je l'avais évité sur Barella. Je le prends sur la bière. Et donc voilà, mais effectivement, nouvelle politique de sponsoring du côté de l'Inter pour essayer de rendre les choses un petit peu plus exclusives en quelque sorte, et donc de pointer sur des sponsors de haut niveau. Vous savez que Antonello est parti de l'Inter, vient de signer à Marseille, comme Elena et Julien, vous l'avez récupéré comme administrateur délégué. Elle a échangé contre Luis Enrique. C'est ça. Ah ben, s'il vaut 25 millions d'euros, c'est bien comme dirigeant, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, bon allez. 0. Ah là là. Peut-être qu'il va nous surprendre. Hein. Moi, je suis pas monté dans le bus, clairement. Moi, je suis monté sur celui de Souzic, mais Luis Enrique, je laisse. Ah, moi aussi, Souzic à fond, mais alors Luis Enrique, moi, je le connais trop bien, donc non, merci. Ah là là.
Bon, allez, on va finir avec optimisme. Allez, on finit avec optimisme, on est bien. Ah, voilà. Le nom de la bière, attention. À consommer avec modération ou à ne pas consommer, parce que c'est pas bon. Mais voilà le nom. Oups. C'est du pipi. Budweiser. Budweiser. Je connais pas. Mais voilà. Donc, je demande d'enlever cela, parce que j'avais raison. Non, J'avais raison, c'est de la merde. Voilà. Bref. Merci beaucoup à vous trois de m'avoir accompagné en cette mi-semaine. Je vais enlever, voilà. Merci pour l'invite, des dernières Cédric. petites choses. Bah oui. Elena, Julien et Alexis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve très prochainement sur Canal Inter, que ce soit dans les lives ou même dans nos nouveaux podcasts. Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Salut. Bye bye. C'était Canal Inter avec Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.